Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler d'Hunter x Hunter chapitre 397 dans cette vidéo. J'ai énormément de choses à dire. J'ai pas fait de review du 396 parce que j'avais sorti les spoilers sans le texte et j'ai tellement tapé tout bon que j'avais plus de propos à faire pour le 396, donc j'ai pas voulu faire une autre vidéo, mais il y a certains éléments peut-être qui vont me servir aujourd'hui à construire tout ce que j'ai à vous dire pour le chapitre 397. Alors attention, je valide pas tout. Moi je suis pas vraiment un fan hardcore d'Hunter x Hunter à dire tout est génial, tout est magnifique. Il y a des éléments du chapitre que je trouve quelque part au minimum incohérents, au mieux un peu trop tirés par les cheveux, et je vais en parler avec vous, parce que je connais très bien Internet. Il se trouve que je bosse dans le domaine depuis 5-6 ans, juste après mon master, et donc Kuroro qui anticipe le Web 2, finalement, parce qu'il y a plusieurs webs, il y a le Web 1, le Web 2, et aujourd'hui on te parle du Web 3, mais ce qui parle est la diffusion d'informations et de contenu, c'est le Web 2, et avant ça, tu as eu le Web 1, enfin tu as eu Internet militaire. Le Web 1, c'est qu'il fallait que tu développes toi-même directement ton contenu. Donc, il fallait maîtriser au minima le HTML, CSS, JavaScript pour faire ce qu'on appelle du front. C'est pour ça qu'à l'époque, tu n'avais que des pages officielles. Tu n'avais pas encore de contenu tel que MySpace, tel que YouTube, Dailymotion, où n'importe qui, sans connaissance aucune, a pu publier du contenu. Donc, c'est ce qu'anticipe Kuroro. Kuroro, il dit, bah voilà, avec l'information et les échanges d'informations qu'on va avoir, les gens auront envie de publier leur propre contenu, les gens qui font des mises en scène, parce que c'est ce qu'il reconnaît. Kuroro, quand il voit le meurtre, il n'est pas touché, enfin il est énormément touché émotionnellement, mais intellectuellement il réfléchit beaucoup, et la seule preuve qu'il a, c'est qu'il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène à propos du cadavre, il y a une mise en scène parce qu'il voit du recul avec des clubs, donc on a filmé cette scène-là, et lui-même étant metteur en scène, il sait un petit peu l'importance de vouloir divulguer son art, l'importance de vouloir partager son propos, parce que ce qu'il fait dans les 3 derniers chapitres, il crée à travers une matière, les cassettes, des voix, et ensuite il se contente pas de simplement donner la cassette à tous ses amis pour qu'ils regardent les épisodes, il essaye de réunir le plus d'enfants de Meteor City, d'ailleurs même il les invite avec de la bouffe et tout, etc., pour montrer son art au plus de personnes possible. Donc, déjà, cette sensibilité, et j'en parle en plus depuis pas mal de vidéos, alors que je ne savais pas que l'auteur allait développer ce propos-là, mais cette sensibilité de ne pas avoir du contenu complet, je parle de avant Internet, de vouloir créer soi-même, de vouloir partager un petit peu sa création, son invention au plus offrant. Donc là, à mon avis, c'est les gens qui étaient créateurs, mais sans Internet, tu ne pouvais pas trouver un public beaucoup plus large. Le contenu est développé jusqu'à l'anticipation de Kuroro d'Internet. Donc ça, le fait est qu'il réfléchisse comme ça, je trouve ça intéressant. Maintenant qu'il anticipe directement le web dans 3 ans, même si c'est une fiction, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Et qu'il fasse le lien logique avec les tueurs, je trouve aussi. Je pense que c'est pas le truc le plus subtil qu'a pu faire Yoshiro Togashi, mais soit parce que le plus important, c'est que Kuroro, et c'est pour ça qu'on a les chapitres avant, est un metteur en scène. Avant tout. Je pense. Avant d'être un tueur, avant d'être un mec qui se venge, avant tout, c'est un réalisateur, c'est un mec, c'est un monteur en scène. Et je pense que la Brigade Fantôme n'est qu'une pièce de théâtre. Et je vais vous expliquer tout mon cheminement qui me ramène à là et pourquoi ça va être intéressant pour la suite de l'histoire. Ce qu'il va apprendre avec ce meurtre, c'est l'importance d'une signature. Parce que ça va profondément le choquer que Sarasa soit morte. Mais ce qui le choque encore plus, c'est le message. Je vais garder ce message jusqu'à ma mort. Et il va comprendre l'importance d'une signature quand tu fais un acte. Et pourquoi pas la signature va être plus importante que l'acte final. On va revenir sur tout ça. Aucun youtubeur va te raconter ce que je suis en train de te raconter là. Donc n'hésite pas à commenter, à me donner ton avis. Le chapitre commence sur la prise de lead. Comment est-ce qu'on identifie un leader, un vrai leader ? On aurait pu croire, en voyant le personnage du Voguin surtout, que le plus fort, en plus dans une ville comme Meteor City où il y a peut-être pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, c'est des gens qui se battent et la violence, comme dans toute civilisation, amène au pouvoir. Certes, on est tous d'accord avec ça. Seulement, qu'est-ce qui est plus que le pouvoir, que la force pour prendre le pouvoir ? Ici, c'est la responsabilité. Et quand il y a une action qu'on n'anticipe pas, telle que la disparition de Sarasa,
tout le monde se tourne vers quelqu'un qui est capable d'assumer les responsabilités. Et c'est là que Uvogin n'est plus apte à être leader, malgré que ce soit un excellent personnage. C'est quasi mon personnage préféré, Uvogin, j'en ai jamais parlé. Il y a Boomer. Pardon. Et le deuxième, c'est Uvogin, dans tout Hunter x Hunter. Je suis pas un bandeur de Meruem, je l'ai dit pas mal de fois. Ouais, c'est Uvogin et Boomer. Et ma scène préférée d'Hunter x Hunter, c'est quand Boomer il dit « Ah, vous avez réuni 99 types de cartes ?» Je peux vous dire juste un mot, je suis Boomer. Et pour moi, c'est la plus belle scène, la plus belle mise en scène de Hunter x Hunter. Je la trouve ouf, mais je ferai une vidéo pour en parler très prochainement. Un jour. Plus un jour que prochainement. Mais voilà, Kuroro prend la responsabilité parce qu'il est capable d'arrêter cette pièce de théâtre qui est au final la fondation de son groupe d'amis. Il est capable de dire aux autres enfants qu'il faut qu'on passe au-delà de notre plaisir à tous, c'est-à-dire regarder une scène parce qu'on doit avoir une responsabilité, parce qu'une des nôtres a été enlevée, donc il prend le lead. Et quand il prend le lead, c'est hyper bien reçu et tout le monde lui dit « T'as raison, on va t'aider, etc. » Il est capable de fédérer. Un vrai leader est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui est capable de fédérer autour d'un discours. C'est pas la personne la plus forte, c'est très certainement aussi pour ça que Uvogin, un peu plus tard dans le chapitre, va dire « Non, c'est pas à moi d'être le chef de la brigade fantôme, c'est à toi Kuroro. » Et ensuite, la force pure peut être mise au service du chef. Parce qu'il y a une vision. Et ça, c'est important en termes de leadership. Et c'est cool que Yoshiro Togashi utilise ces codes-là pour structurer la brigade fantôme. Pour moi, là, on est dans la logique pure. C'est stylé. Il cherche Sarasa directement, il tombe sur elle, c'est bien fait, il y a bien une petite case, sans parole, la petite boucle d'oreille qu'il trouve sur le chemin. Cette scène qui glace le sang, cette pluie, cette forêt. Beaucoup d'usurpateurs nous ont dit que c'était le continent maudit. Le continent maudit n'est pas le propos d'Hunter x Hunter, le continent maudit n'est pas le propos de la suite de l'histoire, le continent maudit ne sera jamais présenté dans Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est un manga de personnages, on le voit ici, ce sont les personnages qui écrivent l'histoire. Ce sont ces personnages-là qui s'affrontent. Ce sont ces personnages-là qui ont été entaillés par le passé et qui deviennent aujourd'hui que les instruments, les pantins des blessures qu'on leur a fait lorsqu'ils étaient plus jeunes. On le voit avec le personnage de Gon quand il perd Kaito, on le voit avec le personnage de Kurapika, on le voit avec le personnage de Leolio qui dit « Moi je suis devenu médecin parce qu'un jour voilà il y avait mon ami, on m'a demandé de la thune, mais j'avais pas d'argent. » On le voit avec le personnage maintenant de Kuroro. C'est un manga de propos, c'est pour ça qu'on parle. C'est pas un manga d'aventure, c'est pas un manga de découverte, même si les Hunters sont des explorateurs quelque part. C'est là où est le piège. La narration et le nerf d'Hunter x Hunter se trouve dans cet arc du Black Whale. Et je l'ai dit plusieurs fois, chacun des personnages trouvera la réponse à la fin de cette traversée. Kurapika, Leolo, les Zodiacs, Jin, qui va affronter Pariston, là la Brigade Fantôme, Hisoka, tous, on les a tous réunis là-dedans. Voilà, on va en rester là pour le propos. La scène est impactante de par la signature que Kuroro va lire. Il y a 2 messages, l'auteur décide de ne pas nous les donner, j'espère qu'on aura la révélation de ces messages dans le chapitre 388. Ce qui est chiant aussi, c'est que on va avoir 10 chapitres sans avancer très certainement sur les princes, parce qu'on est au chapitre 397 avec la Brigade Fantôme, on aura très certainement le discours de Kuroro dans le 388, et un retour à la réalité fin 388 ou début 389, ce qui va nous laisser que 2 chapitres. Et le propos, là, ce flashback, on va l'avoir pour l'information que je vais juste donner en fin de vidéo, pour ma théorie, sur Kuroro le réalisateur, Kuroro le monteur en scène. Donc ça va nous laisser que très peu de place pour la suite. Mais ça va nous montrer une certaine ironie, surtout autour du personnage de Kurapika. Je pense que ce flashback va nous retourner l'opinion sur la Brigade Fantôme, et il n'y a que Kurapika qui sera pas au courant, parce que nous on sera au courant. Et ça va rendre son destin dramatique d'autant plus ironique, quelque part. Mais je vais revenir à la fin de la vidéo. Kuroro, suite à ce message-là, va demander à Uvogin d'attendre 3 ans. Et c'est là que moi j'ai un petit rototo. C'est là que moi j'ai un petit blocage. Déjà, il y a un nœud. Bon, on a une mauvaise traduction dans la traduction de Maïzé. Enfin, mauvaise traduction. Merci beaucoup Maïzé pour ton travail. Mais on a une traduction qui est approximative. Celle de Manga Plus sera pas vraiment plus développée, parce qu'il y a certaines nuances et certains propos évoqués qui sont difficilement retransmissibles. Mais si on essaye un peu d'analyser, Kuroro anticipe qu'il y a une communication qui va se faire à la vitesse de la lumière, donc que Internet va arriver. Il va anticiper que les créateurs de contenu vont se précipiter pour mettre leur œuvre sur Internet. Mais c'est ce qui se passe dans la vie réelle. Ok, mais après que tu l'anticipes 3 ans avant,
3 ans avant Internet, que tu anticipes que YouTube ça va être un carton, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, même si t'es un génie, en fait. Il va anticiper que forcément ceux qui prennent autant de temps et de soins à faire une mise en scène pour un meurtre vont forcément vouloir le montrer. Et que donc, comme les gens ne pourront pas lutter contre leur envie de montrer un petit peu leur vie, ce qui se passe un peu avec la télé-réalité, un espace où on ne puisse pas te trouver va devenir fondamental et il veut faire de Meteor City cet espace. C'est ça en fait qu'il veut faire. J'ai lu, parce que je lis beaucoup de topics, une personne qui a écrit et c'est un mec, c'est Masco93, je vous conseille de le suivre. Très pertinent le mec, mais il a dit ouais en fait Kuroro veut créer le dark web, c'est pas ça pour moi. Kuroro veut pas créer le dark web. Il anticipe le web, il anticipe les dérives du web et le fait qu'on va montrer nos vies, qu'on va montrer les gens qui tuent des gens vont montrer leurs gens, et qu'en fait un espace sans internet, un espace où il n'y a aucune information va devenir une terre d'accueil pour les gens qui vont être dépassés par la propagation de leurs informations. C'est exactement ça en fait qu'il veut créer avec Meteor City. Il a besoin de temps pour Meteor City, pour builder ça, pour construire ça. Je peux parfaitement le comprendre. Et donc il va vouloir faire un repère pour tous les gens un peu chelous à Meteor City. Mais la page d'après, il va dire qu'il veut protéger Meteor City de ce genre de racailles. Déjà sans ça, Meteor City, il y a quand même des mecs qui se baladent en bagnole pour pouvoir tuer des enfants. Si t'en fais un asile pour tous ceux qui seront dépassés par les informations nauséabondes qui diffuseront sur internet, tu vas attirer les plus grands criminels. Mon cher Kuroro, génie qui a anticipé internet 3 ans avant internet. Donc va doucement sur l'intelligence. C'est tout ce que j'ai envie de te dire mon gars. C'est là où je dis ouais, un peu capillotracté. Mais c'est pas le plus intéressant du chapitre parce que ce qui va arriver c'est juste après et c'est là où on a les propos les plus cool. Et c'est là qu'on arrive à Kuroro, le metteur en scène. C'est qu'il dit également que il ne fait pas confiance au système légal mondial ou de tous les pays. Et qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, notre vision de la justice, le théâtre de la justice, parce que la justice pour moi est un théâtre, où on essaye au mieux de se rapprocher d'une idéologie de la justice. Et ça, c'est quelque chose de très bien. En fait, la justice dans le monde, elle est arrivée parce que pour contrer une autre forme de loi qui s'appelait la loi du talion. Avant, la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, et c'est comme ça qu'on réglait nos litiges à partir du moment où il y avait de la communauté ou de la civilisation, donc à partir du moment où les humains ont décidé de vivre ensemble, il fallait des règles pour les départager. Et les premières règles étaient des règles plus ou moins divines, les 10 commandements, etc. Même pour tout ce qui est de plus chrétien, les lois ou le code civil, tel qu'on l'a aujourd'hui, est beaucoup inspiré des livres religieux. Bible, Coran, Torah, etc. Notamment avec le cercle fondateur de nos règles, c'est les 10 commandements. Et avant ça, tu avais la loi du talion, et la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire tu me crèves un œil, je te crève un œil, on est quitte. Je crois qu'il y a encore ça dans des séries telles que Ragnar, ou des séries à l'ancienne, c'est ça en fait. Tu tues ma femme, je tue ta femme. C'est comme ça qu'un chef départageait, menait sa justice. Mais il y a eu le siècle des Lumières, il y a eu les philosophes, l'Antiquité, on s'est dit... c'est un peu limité comme concept, œil pour œil, dent pour dent, et si on fait que des règles, les gens vont peut-être pas forcément les suivre. Tu ne tueras point, etc. Même si c'est des livres divins, certains se sont quand même permis de tuer. Bon. On va en découler d'une autorité supérieure qui va s'appeler la justice, donc ce n'est plus la victime qui va demander réparation. C'est une entité extérieure qui va juger le litige et donner une observation justiciable pour éviter la vengeance. Donc le œil pour œil, dent pour dent. Et c'est comme ça qu'est née la justice. La justice est un idéal. Alors c'est pas toujours bien. Des fois, il n'y a pas assez d'années de prison. Des fois, des innocents tombent en prison alors qu'ils sont coupables. Des fois, des coupables sortent de ce système-là. Mais au moins, on se rapproche le plus possible d'une idée de la justice. Voilà un petit peu notre système judiciaire, comment il est. Donc on essaye on le modifie, on le fait évoluer, mais jamais on ne tombe dans la vengeance. C'est pour ça qu'il y a une abolition de la peine de mort. C'est pour aller dans cette idée-là, c'est que on va plutôt axer la justice sur le pardon et sur sortir une personne de la communauté avec la prison. On le prive de ses lois, on l'écarte, on l'isole, plutôt que le tuer, plutôt qu'il y ait une vengeance. En fait, le coupable doit comprendre, la victime doit comprendre que le coupable va payer
mais on va pas lui infliger les mêmes sévices. C'est un peu ça le principe de justice. Mais Kuroro trouve ça limité. Il a une telle souffrance avec Sarasa que le système tel qu'il est construit, tel que j'ai pris le temps de le décrire, ne compensera jamais la douleur qu'a ressenti Kuroro et la Brigade Fantôme à partir du moment où on leur a enlevé Sarasa. Donc, et c'est ça qui est le plus intéressant, puisque la justice, aux yeux de Kuroro, ne fonctionne pas, il va devenir l'entité supérieure, il va devenir le méchant ultime pour faire peur à ceux qui font n'importe quoi. Un peu comme Batman. Et pour ça, il va monter la Brigade Fantôme. Et pour moi, la Brigade Fantôme, de par le mécanisme de la signature tel qu'il l'a vu dans le meurtre de Sarasa, va signer tout un tas d'horreurs alors qu'ils n'auront rien commis. Parce que Kuroro maîtrise et a anticipé Internet et la communication, parce que Kuroro a compris l'importance et la douleur d'une signature, ce qui le choque plus, c'est le message, plus que le cadavre de Sarasa. Ça, c'est très important. Et de 3, t'es pas obligé de commettre, en fait, les atrocités pour endosser le rôle de méchant et pour faire peur. Et ça, je pense qu'il l'a très bien compris. Et quand tu vois dans le chapitre promotionnel les sévices qu'a subi le clan Kuruta, parce que je te rappelle que le clan Kuruta, on les a tués pour leurs yeux, et pour cela, il faut qu'ils soient énervés. Donc, ils ont torturé les enfants du clan Kuruta, ils ont torturé les maris des femmes, etc. Et je suis persuadé qu'aucun membre de la Brigade Fantôme qui a subi la perte de Sarasa soit capable d'aller aussi loin dans l'atrocité. Et quand tu regardes à Meteor City, est-ce que finalement la Brigade Fantôme a tué d'autres personnes que des mafieux? Je pose la question. Est-ce que c'est réellement des tueurs? Ou est-ce que c'est une mise en scène? Alors il faut 3 ans pour monter de capacité. Ils se sont entraînés au Nen. Ils ont commencé à avoir une idée du Nen. Kuroro avait déjà une idée de ce que c'est que le Nen. Machi était capable de le voir quand elle a vu celle qui était en bomber. C'est cool de voir la personne qui a inspiré Machi. Je sais pas comment on appelle. Kuroro avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire. Il commençait déjà à entendre parler du Nen très certainement. On ne sait pas comment, mais c'est des choses qu'ils avaient en tête. Est-ce qu'ils ont fait un serment? Ça, c'est la question de me pose parce que le plan de Kuroro a l'air quand même pas mal composé. Pour atteindre une telle puissance en 3 ans, est-ce qu'il aurait pas fait un serment? Ou est-ce que sa volonté suffit à avoir un naine puissant? Le naine est quand même pas mal corrélé à la volonté, et là, Kuroro, il sait où il va. Il a même anticipé Internet, 3 ans Internet, waouh. Donc, il y a moyen qu'il ait pas besoin de serment, mais en tout cas, il y a une possibilité qu'il y ait un serment de la brigade qu'on ne connaisse pas encore. Ce qui serait ouf. Imagine le serment, c'est si Kuroro signe. Nous acceptons tout, donc nous prenez rien. Au final, les gens sont pas vraiment morts, puissent revenir à la vie, ou qu'il y ait un délire comme ça serait ouf. Mais il y a cette signature. Au final, est-ce que Kuroro ne va pas uniquement sur les scènes de crime et pose la signature pour que le monde dise « Ah merde, c'est la Brigade Fantôme ». Je pense que c'est la mafia qu'on fait. Vu comment la mafia ont découpé Sarasa, je vois bien la mafia faire le massacre du clan Kuruta parce qu'ils ont vraiment été exterminés. Coupé, machin truc. Je suis obligé de revenir sur Sheila égale Pariston qui est tellement ridicule en termes de propos. L'idée, pourquoi pas? Sheila et Pariston, pourquoi pas? Ça fait un lien entre Pariston et la Brigade Fantôme et tout, je peux comprendre. Mais ça raconte rien. Ça ne raconte rien. Tu ne réfléchis à rien. Là, juste en 17 pages, la critique de la justice, le talent de metteur en scène, la volonté de vouloir diffuser une œuvre. Ce chapitre-là, tu peux y réfléchir 4 jours, mon pote. Tellement il y a des propos sur la création, sur l'art, sur la mise en scène, sur le mensonge, sur la vengeance, sur l'idée de justice. Mais Sheila et Garrett Pariston, c'est quoi la réflexion derrière? Ah mais c'est bien, comme ça, tout est lié, Pariston c'est le grand méchant d'Hunter x Hunter. Vous attendez que... Vous voulez transformer Hunter x Hunter. Vous aimez pas Hunter x Hunter? Vous voulez transformer Hunter x Hunter en Fairy Tails. Franchement, c'est ça le diagnostic que je fais de certains fans. Au lieu d'apprécier une œuvre et de vous dire merde, c'est en train de m'élever un truc que je comprends pas là, je vais devenir intelligent en lisant ce truc là, wow, ouvrons un dictionnaire, allons regarder c'est quoi la justice sur internet, allons filmer, faire la mise en scène. Non. Vous prenez Hunter x Hunter, vous le modelez et Fairy Tails. Ah, il y a un grand méchant, vous êtes des dingues. Je pense que la Brigade Fantôme n'a pas tué le clan Kuruta.
Je pense que c'est la mafia qui a tué le clan Kuruta. Je pense que la brigade fantôme, pour se faire un nom, a signé tout un tas d'atrocités qu'ils n'ont absolument pas commis. Je pense que quand Kurapika va apprendre ça, elle va être sur le huc. Est-ce que maintenant, il va y avoir un lien logique entre cette mafia qui a découpé Sarasa, cette mafia qui a tué le clan Kuruta, et Tserinich, qui est jeune, etc., machin truc, mais qui aurait pu être en contact avec la mafia A, commanditer ce genre d'atrocité, ou en tout cas rencontrer d'une manière ou d'une autre Kuroro, parce qu'au final, même, il fait aussi de la vidéo, Tserinich. Il filme les atrocités qu'il commet, et il les met sur internet. Et ses yeux aussi, je crois, on a retrouvé des photos des yeux du clan Kuruta parce qu'il les met sur internet. Il a cette fascination pour la mise en scène également de Tserinich. C'est même pour ça que quand il tue 2 personnes, il fait monter 2 mannequins dans sa chambre. Il explique que ce qu'il fait kiffer vraiment, c'est la réaction face à la mort de personnes qui ont un certain niveau de recul sur eux-mêmes ou de psychologie. Et malheureusement, les 2 dernières meufs qu'il a ramenées, elles sont tellement connes que elles ont crié comme des animaux en fait. Et il veut avoir une espèce de rédemption ou des gens qui soient un peu philosophiques avant la mort, du style vas-y, j'accepte ce qui m'arrive, ou pitcher, machin truc. C'est ça qu'il fait Tserinich. Donc il y a un aspect de mise en scène. Kuroro aussi est un metteur en scène. Pour moi, la brigade fantôme, ils ont pas commis tout ça. C'est pas des meurtriers. Après, je suis entendu que Kuroro dit Sarasa, désolé, je vais devoir tuer un nombre incalculable de personnes. J'entends, je lis ça. Vous allez dire en commentaire, non, mais il a dit qu'il va tuer un certain nombre de personnes. Non, mais Uvogin ne se rappelait pas, machin truc. Uvogin ne se rappelle pas parce que c'est un mec du renforcement. C'est un mec qui fonce tête baissée. Il s'en bat, lui, c'est pas un metteur en scène, Kuroro. Uvogin, c'est pas un metteur en scène, donc quand Kurapika, machin truc, il peut mentir, pas mentir, on s'en fout. Kuroro, Uvogin, il a pas donné de blaze, c'est juste ça. Quand Kurapika, donne-moi le nom des capacités, va te faire enculer. Scène de ouf. Donc ça, pour moi, c'est pas une preuve. À ce moment-là, c'est pas du tout une preuve. Comme le fait est... Et puis en plus, c'est écrit il y a 20 ans. C'est comme le fait est que quand Uvogin, il appelle son patron, il dit « Ouais, il y a un Judas parmi nous ». Quand on apprend que la salle du coffre de Yorkshire City a été volée avant qu'ils arrivent, bah voilà, avec ce flashback-là, comment est-ce que Uvogin a pu mettre en doute des gens de la Brigade Fantôme. Voilà, c'est tout. Donc je vais pas trop m'appuyer sur ce qui est passé sur Yorkshire City, même si une relecture est nécessaire, forcément. De ce qui s'est passé, une relecture est nécessaire. Parce qu'il y a tellement de... Uvogin, entends-tu ce requiem que nous t'offrons, va prendre tout son sens. Tu sais que la musique de Uvogin, entends-tu ce requiem que nous t'offrons, c'est Lacrimosa de Mozart. Et tu sais que, en parlant encore de mise en scène, il faut regarder Amadeus pour comprendre ça. Mozart avait un rival et un ennemi qui s'est déguisé, qui s'est grimé, et qui a demandé à Mozart d'écrire un requiem pour la mort d'un de ses proches. Ensuite, il a tué Mozart et il l'a fait aux enterrements ou à la dépouille. Bah, il va mourir à la fosse commune, mais il fait jouer cette musique-là. En gros, je te fais écrire, génie que tu es, la propre musique de ta mort. Et ça, j'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça très beau. Mais au final, la mise en scène de Kuroro et tout ce qu'il va faire par la suite n'est qu'un requiem pour Sarasa. Il va mettre le monde à feu et à sang. Il va devenir, le plus grand groupe de théâtre. Les plus grands usurpateurs. Pour Sarasa. Et là, on est sur d'autres niveaux de level d'explication que Sheila égale Pariston. Voilà. Ce qu'a voulu nous dire, selon moi, Yoshiro Togashi avec ce chapitre. Et c'est beau. C'est du Hunter x Hunter. Alors si pour vous Hunter x Hunter c'est le continent maudit et Papou, et ben j'espère un tant soit peu qu'avec cette série de vidéos, je vous ai fait comprendre que si vous auriez un petit peu plus de culture générale ou un peu plus d'attention dans ce que voulait nous dire l'auteur, vous verriez une œuvre sans aucune mesure avec ce que vous êtes en train de croire, de regarder et de savourer. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine pour le chapitre 398. Ciao, ciao.